Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je fais une vidéo pour concentrer de nombreuses références, enfin surtout centrées autour de questions politiques, avec des documentaires, des conférences, en tout cas des personnages qui ont leurs idées, des idées qui me sont chères et que je trouverais très importantes de transmettre pour vous donner un éclairage sur notre monde ou pour développer votre point de vue, mais évidemment c'est du contenu qui est rattaché à une certaine orientation politique. Mais les références que je vais vous donner sont assez objectives et elles ne sont pas à prendre dans un simple produit d'une idéologie. Bon, alors la première source ce sera un documentaire sur la production de la monnaie dans notre Union européenne. Et ça c'est quelque chose de très important à savoir dans notre politique. Et ça permet de voir que la plupart des mesures qui peuvent être prises, notamment par la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, et d'ailleurs Troïka ça veut dire un attelage à 3 chevaux en russe, et en gros ces 3 chevaux seraient capables de tirer un pays hors de la crise qu'il peut subir. Ajouté aux différentes mesures qui peuvent être prises dans les différents États, le documentaire nous montre comment est-ce qu'on a remis la création de la monnaie à des organismes privés, en tout cas pour la monnaie scripturale, c'est-à-dire la monnaie numérique, enfin non matérielle, et représente aujourd'hui plus de 95% de notre monnaie en circulation, se fait en quelque sorte pour le meilleur ou pour le pire. À mon sens, c'est quand même une position assez malsaine. Enfin, si un État a la charge de créer la monnaie et qu'il fait par exemple flamber l'inflation en produisant énormément d'argent pour rembourser des emprunts ou pour faire de lourds investissements, c'est sûr qu'on peut aussi avoir quelques soucis par derrière. Mais là, ça va dépendre du point de vue, par exemple, français ou de la plupart des partisans de gauche qui regardent plutôt ce qu'il s'était passé pendant les 30 Glorieuses et la façon dont l'État français a pu faire marcher la planche à billets pour rembourser ses dettes de guerre. Ça a provoqué une inflation énorme, mais elle a été très contenue. Alors que en Allemagne, à l'inverse, et je pense que ça peut aussi se ressentir sur le point de vue allemand vis-à-vis de notre euro actuel. En 1923, l'Allemagne a dû emprunter pour continuer de rembourser ses dettes de guerre. La République de Weimar faisait face à un chômage très très élevé. Et cette économie qui avait sans arrêt besoin d'être réalimentée en argent, avec un État dans l'incapacité de subvenir lui-même à ses besoins dans le cadre financier, et ils ont commencé à faire emprunt sur emprunt, et la valeur de leur monnaie a commencé à chuter. On a observé aux alentours de 100% d'inflation par jour, et un simple morceau de pain pouvait coûter jusqu'à 2 milliards de marks. Donc les avis divergent et se tiennent. En tout cas, le lien sera dans la description. Je vous en laisse un petit extrait, sans doute de l'introduction, puisqu'elle permet de faire une entrée en matière. Et je vous laisse vous faire votre propre avis. L'argent. L'argent est le maître du monde. Notre quotidien, nos projets, notre avenir dépendent de l'argent qui circule dans l'économie. Pourtant, rares sont les citoyens, les politiciens, les décideurs sachant vraiment ce qu'est l'argent, d'où vient l'argent, qui fabrique l'argent. Beaucoup croient que l'argent est fabriqué par l'État, qu'ils ont réellement de l'argent sur leur compte, et que les banques prêtent l'argent de leurs déposants quand elles font crédit. Ces 3 croyances sont fausses. La confusion règne au profit d'une finance mondialisée qui, de crise en crise, renforce son pouvoir de domination et détruit lentement nos démocraties, alors même qu'une infime proportion de la population mondiale n'a jamais accumulé autant de richesses. En partant de ce que tout le monde connaît, pas à pas, en employant les termes techniques, en illustrant chaque principe par des exemples simples, ce document vous donne les bases indispensables à la compréhension du système bancaire et monétaire, et met en perspective les crises financières et économiques qui ne cessent de s'aggraver depuis 2008. Évidemment, la fin est un peu plus à prendre avec des pincettes, car il nous fait une ouverture et nous propose une nouvelle monnaie. La seconde vidéo est un documentaire qui est passé sur Arte. Lui se centre plutôt sur la dette de l'Union européenne, et vous aurez vu avec le premier document que la dette de chacun des pays de l'Union européenne est nécessaire au bon fonctionnement de notre économie, dans ce système-là.
Et un pays comme le Japon, qui possède 300% de son PIB en dette, reste néanmoins dans un système viable, puisque c'est le moyen qu'ils ont, comme nous, de produire de la monnaie et de la mettre en circulation. Et ils sont montés à près de 300% de leur PIB parce que les détenteurs de la dette japonaise sont principalement des Japonais. Ils sont attachés à leur nation et en cas de gros coups durs ou même de guerre, enfin si on prend un scénario apocalyptique, l'État japonais pourrait tout simplement réquisitionner les actifs et les capitaux sur son sol et ainsi reprendre son autonomie. Et ils ont aussi l'habitude de maîtriser leur inflation avec un yen très souple. Et ensuite, la nouvelle ouverture qui est faite, cette fois, c'est une ouverture sur la taxe sur le patrimoine. Et c'est une idée de l'économiste Thomas Piketty. Il a eu cette idée parce que le capitalisme, en pourcentage de ce qu'il possède, par exemple, on arrive très vite à réduire les inégalités. Donc, c'est pour le second lien. Mais la question du capital nous amène à une autre source, cette fois présentée sur Dailymotion, et son titre est « Et si on essayait carrément de penser contre le capitalisme ?» Donc ça part d'une idée admise que le capitalisme cause trop de pauvreté abjecte, trop d'injustice, et qu'il faut essayer de faire autrement. Et il avance notamment l'idée du revenu minimum pour chaque individu, qu'il ait travaillé ou non, qui est une idée de Bernard Friot. Et je vous invite également à jeter un coup d'œil aux travaux de Bernard Friot, et notamment à une petite vidéo explicative de son idée, que je mettrai aussi en lien. Et cette vidéo, si on essayait de penser contre le capitalisme, est sur Dailymotion. Et du coup, j'en profite aussi pour vous remettre du contenu à propos du capitalisme, avec un entretien de Frédéric Lordon qui s'exprime sur son livre « Capitalisme, désir et servitude ». Je vous encourage à voir les 2 épisodes de cet entretien, mais aussi je vous encourage fortement à lire le livre. Je ne l'ai pas fait pour l'instant, je cherche un lien pour le consulter directement en ligne, et si j'en trouve un, je le mettrai dans ma description. Et sinon, il faudra vous rendre dans une bibliothèque ou payer sur un site. À vous de voir. Alors lui, il a beaucoup étudié, Frédéric Lordon a beaucoup étudié Karl Marx, mais je pense qu'il trouve la pensée de Karl Marx incomplète, ou qu'elle doit être soutenue, et dans son ouvrage, il reprend les idées du déterminisme de Spinoza. Et ainsi, il nous amène aux questions de comment est-ce qu'on pourrait modifier notre société pour sortir du capitalisme et adopter d'autres types de fonctionnement, ou est-ce qu'il faudrait créer un individu nouveau, un homme nouveau, comme les individus de désir et de méritocratie qui peuvent être forgés par le capitalisme, ou bien comme ceux que l'Union soviétique avait essayé de forger à travers une culture totalement ordonnée et une idéologie qui leur était propre. Alors c'est une émission qui est très intéressante, mais il faut déjà maîtriser quelques bases avant de pouvoir suivre et s'immerger dans la discussion. Alors ça allait plutôt entre l'économie et la philosophie, mais maintenant je vais un petit peu nous recentrer vers notre politique, avec Étienne Chouard, pour son travail que je vais vous conseiller. Ce sera la conférence La démocratie est-elle un leurre ? Alors Étienne Chouard, je l'ai mis... la vidéo est très longue, c'est une conférence de 3 heures, donc... Et ça, c'est vraiment si ça vous intéresse. Après, c'est pas nécessaire pour un quelconque cheminement. Donc chez Étienne Chouard, ce qui était intéressant, c'est qu'il revenait sur la Constitution, sur le plan démocratique, comment est-ce qu'on pourrait vraiment avoir du pouvoir exécutif et législatif, chacun des citoyens, et il a aussi remis un petit peu au goût du jour, pour ceux qui le connaissent, l'idée du tirage au sort, inspiré de la démocratie athénienne. Alors, peut-être 2 mots mais 2 mots seulement pour me situer. Je suis prof à Marseille. Il y a 6 ans, en 2004-2005, j'étais encore un électeur. C'était un simple électeur. Donc endormi, passif, pas inquiet. J'allais voter. Je voyais bien que ça ne changeait pas grand-chose, mais ça ne me préoccupait pas, je m'occupais de mes petites affaires. Et puis en 2000, comme tout le monde,
Et puis en 2005, à l'occasion du débat référendaire, vous devez vous souvenir de ça, du débat sur l'anticonstitution européenne, il faut bien penser à dire anticonstitution parce qu'ils ont appelé ça constitution. C'est vrai que ça prend la place d'une constitution, mais les traités européens servent à détruire les constitutions. Ils ne font pas leur boulot de constitution. On va parler tout à l'heure, hein, je vais approfondir un petit peu. Je n'aurai pas le temps ce soir de parler des institutions européennes. C'est un autre chantier, ça mérite une soirée à soi entière, pas soi tout seul. Donc je ne ferai que l'évoquer un petit peu, les bribes. Mais en tout cas, c'est à l'occasion de la réflexion sur cette anti-constitution, en 2005, que je me suis réveillé. Je me suis aperçu qu'il y avait un truc super dangereux là. C'est quoi ce truc? Et donc, à l'occasion des débats, il m'est arrivé un truc incroyable. J'ai écrit un texte que j'ai mis sur Internet. Il y a plein de gens qui faisaient ça, hein, donc c'est un coup de peau. Le texte s'est mis à circuler, a énormément circulé. Ce qui fait que j'ai reçu des centaines de mails tous les jours. Donc des mails très très émouvants, des mails très voyants, des mails enthousiastes, des mails vraiment contents, joyeux, le truc qui était content d'avoir trouvé. Enfin, la façon claire de dire quelque chose qu'il comprenait confusément mais il n'arrivait pas à dire. C'est vraiment beaucoup de mails très contents, très enthousiasmants, donc il y a une pêche d'enfer, c'est vraiment très très remuant. Et puis des centaines par jour, pendant 2 mois j'en ai reçu 12 000 mails. Beaucoup plus que ce que je pouvais lire et traiter, mais enfin j'ai passé mes nuits à répondre à ces gens-là. Et au milieu de ces gens-là, il y a des gens qui ne m'aimaient pas du tout, qui trouvaient que j'étais un imposteur, un menteur, un usurpateur, un sous-marin. Un sous-marin, alors il y en a qui ont dit un sous-marin trotskiste, d'autres qui ont dit un sous-marin d'extrême droite, donc un sous-marin. Bon. Enfin, ces gens-là faisaient mal parce que moi j'étais pas du tout, j'étais comme tout le monde, j'étais pas du tout armé pour ça, ça m'est tombé dessus. Et j'en parle un petit peu parce que tout à l'heure, quand on parlait des institutions, vous verrez que les Athéniens se servaient de ce qui m'a fait progresser. Donc ce qui m'a fait, moi, changer, c'est le regard des autres. Le regard bienveillant des autres qui disait « ouais, c'est bien, continue ». Les humains sont sensibles à ça. Et donc moi aussi, évidemment. Et le regard suspicieux, malveillant, critique des autres aussi, ça sert de ressort. Donc c'est carottes et bâtons. Et pourquoi il dit que je suis un imposteur, pourquoi il dit que je suis un menteur, pourquoi il dit que j'y connais rien, je vais lui montrer que pas du tout. Et ça, c'est un moteur aussi. Donc avec ces 2 moteurs, je me suis mis à bosser comme une brute, quoi, hein, et depuis 6 ans, ça ne s'est pas arrêté. Donc je me suis mis à beaucoup lire. Alors sur quelle mécanique intellectuelle, sur quel objectif? Je suis parti d'une constatation, et je vais essayer de reprendre le fil de la logique qui m'a conduit à mes conclusions pour voir si vous arrivez aux mêmes conclusions, que vous puissiez me dire, non mais il y a un truc là qui cloche, ou un enchaînement d'idées qui ne correspond pas. Je compte sur vous pour m'arrêter si vous trouvez qu'il y a une bêtise. Vous pouvez m'interrompre d'ailleurs, hein. Ce sera un peu plus désordre, mais ce sera plus vivant si vous avez besoin de m'interrompre, ça ne me gêne pas. Ensuite, je voudrais vous présenter une vidéo d'Usul sur sa chaîne Usul 2000, intitulée « L'économiste Frédéric Lordon ». Donc il va revenir sur l'économiste, mais il va aussi faire un développement autour de la notion de libre arbitre, autour de la méritocratie, et finalement en tirer une conclusion sur la construction de notre société. C'est une idée que je partage, mais vous ne serez pas forcément de son point de vue, puisque son travail est beaucoup plus subjectif. Comme vous le voyez, une fois qu'on a bazardé le libre arbitre, qu'on a relativisé la responsabilité des agents, on peut enfin s'attaquer aux causes. Ça ne dispense pas de punir ceux qui ont fauté, mais ça permet de prévenir les faux pas à venir. Alors, ça fait mal au derche. Non, nous ne sommes pas le centre de l'univers, le soleil ne tourne pas autour de la Terre, nous ne sommes pas différents des animaux, et non, nous n'échappons pas à la puissance des structures et à la chaîne sans fin des causes et des conséquences grâce à notre libre arbitre magique. Je voulais faire une émission un peu plus philo parce que cette conception du sujet libre, on la retrouve partout et particulièrement dans la pensée BHL. Et sa particularité, c'est d'être toujours prompte à dénoncer les aliénations des autres, hier le goulag, aujourd'hui l'islam ou le régime de Poutine, et de nous rendre aveugles au nôtre parce qu'on est persuadé d'avoir, nous, notre libre arbitre cartésien, d'agir et de décider grâce à la raison et non en suivant nos passions. Je veux dire, le capitalisme est encore porteur d'un potentiel d'abomination
dont on n'a pas vu le bout. Ce que veut dire Frédéric Lordon, c'est que si les Nord-Coréens apprennent à idolâtrer leur grand leader, nous apprenons, et de plus en plus depuis 30 ans, à idolâtrer l'argent, le marché et surtout le travail. Et que ça ne vient pas de nulle part. On nous l'a mis dans la tête au point qu'aujourd'hui, ce que l'on attend de nous, c'est que nous aimions notre travail. Vous travaillez, c'est bien, mais ce qu'il faudrait, c'est que vous soyez heureux de travailler. On aimerait que vous chantiez en travaillant. Vous pouvez chanter, hein, vous pouvez faire les boîtes en chantant, les mecs, hein. Ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la, en chantant, et je faisais mes boîtes en chantant. Effectivement, le capitalisme veut saisir ces individus salariés dans la totalité de leur être. Il les saisit par leur corps et il les saisit par leur âme, par leur psyché. Certes, on peut régner à la crainte, mais le mieux, c'est encore de régner à l'amour. C'est de se faire aimer de ces sujets. Et pour se faire aimer de ces sujets, il faut les réjouir. Et donc, le capitalisme a parcouru ce processus et qui l'a conduit à enrichir en affect joyeux le rapport salarial. Le premier enrichissement en affect joyeux, ça a été l'accès à la consommation de masse. Mais le problème, c'est que la consommation est génératrice d'affect joyeux, mais extrinsèque. Voilà. C'est-à-dire, le passage par la case travail demeure instrumental pour accéder à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le magnétoscope, le frigidaire, etc. Et la caractéristique du néolibéralisme, ça a été de réenchanter le travail en l'enrichissant en affect joyeux, mais cette fois-ci intrinsèque, c'est-à-dire en développant chez les salariés, et autant que possible, l'amour de la situation de travail. La prochaine vidéo est un film de 2h15 nommé Reconstitution pour une nouvelle ère politique. Cela reprend à peu près ce que vous avez pu voir dans toutes les sources précédentes. Mais vous ferez attention puisque il me semble que leur ouverture intervient un peu avant la fin et qu'en revanche le film se termine sur les OGM. Mais en tout cas, on a là beaucoup de contenu. Il y a eu de sanctions. En 2008, les banques on a senti le boulet du canon passer pas très très loin de nos têtes à tous, à cause des banques. Vous avez vu un changement? Non, aucun. Donc vous pouvez couler une banque, mettre 25 000 personnes au chômage, coûter quelques milliards à la collectivité, vous n'êtes pas sanctionné. Donc pourquoi voulez-vous que ça arrête? C'était les résultats de la Société Générale, c'était les résultats de la BNP, c'était les résultats avant d'UBS, c'était les résultats de BofA aux États-Unis, c'était bon. Ils ont tous été faits sur le même modèle, c'est-à-dire, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est assez simple. On fait des plus-values fictives. Ces plus-values fictives proviennent de l'endettement de ces sociétés. Ces sociétés-là ont émis des obligations. Elles ont émis une obligation, je vous donne n'importe quel chiffre, elles ont émis une obligation à 100. Il se trouve que, comme elles vont mal, le marché, cette obligation-là, la cote 50. D'accord? Donc la perte est de 50. Mais quand vous vendez une obligation, vous la vendez à quelqu'un et vous l'avez vendue à 100. Donc vous considérez que si vous la rachetiez, vous la racheteriez à 50. Donc vous faites une plus-value de 50. D'accord? Okay. Mais vous n'avez pas besoin de la racheter à 50. Et de toute façon, si on va au bout des choses, vous la rembourserez à 100. D'accord? Donc c'est une plus-value qui est totalement fictive et que vous inscrivez dans votre compte de résultat. Avant cette plus-value, résultat de la BNP, moins 300 millions. Ils sortent plus 500. Pourquoi? Parce que 800 millions de plus-value avec ce système-là. La Société Générale, normalement, aurait dû sortir un résultat de plus 80 millions d'euros. Ils sortent un résultat de plus 620. Il y a un certain nombre de choses qui en découlent. Ça veut dire que les banquiers vont pouvoir se payer des primes joyeusement sur quelque chose qui n'existe pas. Il est quand même incroyable que je sois le seul à le dénoncer et le seul qui soit choqué par ça. Tout le monde trouve ça très bien. Bah, écoutez, très bien. N'importe quelle autre société ferait ça, le patron se retrouve en tôle. D'accord? C'est du pénal. Donc, il faut arrêter 2 minutes, sous prétexte que c'est une banque, de leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, je vais finir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, mais également sérieux, avec les conférences et les spectacles de Franck Lepage. Donc, il y aura un spectacle sur le travail, les mouvements syndicaux, un petit peu de marxisme. Enfin, c'est très terre à terre et assez captivant. Et ensuite, avec une petite vidéo dans laquelle il s'exprime sur l'art contemporain.
En fait, c'est un bouquin où il y a toute la liste de nos droits. C'est un bouquin sympa et en plus qui représente deux avantages très conséquents. Vous l'avez quasiment tous chez vous à la maison. Et en plus, il fait qu'une page. Alors, c'est le seul livre où on lit uniquement directement la fin. Et où on a en gros rien à battre de tout ce qu'il y a avant. Messieurs, la fiche de paye. Mesdames, le bulletin de salaire. Alors vite fait, on va essayer de découvrir cette petite bête-là ensemble. Ce qu'on aime bien, nous, dans une façon de lire sa fiche de paye, ce serait la liste de tous les droits auxquels vous cotisez. D'accord? Tous les droits auxquels vous cotisez et qu'on va parcourir vite fait, bien fait. Vous pourrez lire la vôtre ce soir en rentrant. Mesdames et messieurs, du haut de cette fiche de paye, un siècle de bagarre vous contemple. J'accepte de passer quelques minutes sur la question de l'art contemporain. Comme je ne la fais pas souvent, je ne veux pas me tromper dans les citations, donc je les ai imprimées. Je suis très très prudent avec la critique de l'art contemporain, parce que si vous ne prenez pas le temps d'expliquer ce que c'est que cette arnaque gigantesque, si vous n'avez que quelques minutes, on va vous soupçonner d'être réactionnaire, d'être poujadiste, d'attaquer l'art, en gros de faire partie du Front National. Et donc c'est très délicat de s'en prendre à l'art contemporain, et moi je prétends qu'une des tâches de la gauche est de se battre contre ça. Et vous voyez bien comment la gauche, elle s'est piégée dans le piège culturel, dans le piège artistique. On a le temps, on va prendre un petit quart d'heure, ça vous va? J'ai eu une intuition la première fois, j'ai eu le déclic en regardant une émission d'Arte sur la CIA. Arte. Voilà. Bon, la chaîne culturelle. Et alors, il y avait une émission à 4 épisodes qui était l'histoire de la CIA. Regardez ça. Et là, je tombe sur un mec, un directeur de la CIA des années 60, qui dit: l'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA est le financement de l'art contemporain en Europe. Et là, je me suis dit, ok, là, il va falloir que je bosse. Lisez le livre de Florence Saunders, une historienne américaine, c'est sa thèse sur ce truc-là, sur le financement de la culture avec un grand cul. Lisez ce livre, ça s'appelle « Qui mène la danse ?» On le trouve encore tout à fait en librairie. Et elle vous explique comment la CIA va comprendre la nécessité absolue de détourner toute l'intelligentsia européenne de la tentation communiste. Tous les artistes, tous les intellectuels sont tentés par l'égalité communiste. Et les Américains ont un sacré problème avec ça. Et donc ils vont encourager des formes d'art qui ne disent plus rien sur rien, qui ne s'enracinent plus dans la société, qui ne parlent plus du monde, qui ne sont plus que des jeux formels, régressifs, cucu, cocon, bébête et rigolo. Et ils vont encourager ça, ils vont financer ça, et ça va marcher. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous incite vivement à aller voir chacune de ces vidéos, peut-être pas en entier ou d'un trait. Le mieux serait de faire en plusieurs fois, ou alors si vous avez une attention difficile à satisfaire, vous pouvez mettre les vidéos en accéléré, ou écouter seulement les sons en faisant autre chose. Et aussi je vous incite à continuer de regarder un petit peu les autres contenus qu'ont fait ces différentes personnes, puis également de voir s'ils ont des implications politiques et par quelle branche, quel parti. Et aussi je ferai une autre vidéo à l'avenir pour recommander des travaux de personnages comme Alain Badiou, Bourdieu ou encore Jean Bricmont.